parfois, je dis bien parfois, le fait divers nous amène à réfléchir et permet des changements dans la société. Celle-là, où on voit Bernard Laroche mort, ça me frappe, je ne sais pas quoi en penser, mais je me dis qu'on ne ferait plus ça aujourd'hui. Si on suit tout le monde, on ne sort pas d'informations, on ne révèle rien, ni sur le fait divers, ni sur la société, ni sur rien du tout. J'ai lu ces deux society comme beaucoup de gens, je les ai dévorés un été en vacances et je les ai dévorés comme on lit un roman, parce que c'est une des particularités, une des caractéristiques du fait divers. C'est avant tout un récit et c'est ce qui a réussi assez magnifiquement Society en sortant cette histoire de la simple émotion pour reconstruire un récit autour de ce fait divers. Mais je ne crois pas que les faits divers fassent systématiquement fait de société, et je pense que c'est très dangereux de penser ça, parce que c'est la réaction politique, démagogique du fait divers. Derrière, c'est le fait divers fait loi. Et je pense que c'est très dangereux justement de penser que le fait divers fait société. Je ne sais pas ce que Dupont de Ligonnès, et j'ai été la première à dévorer cette enquête, raconte de notre société. Je ne suis pas sûre que ça raconte grand-chose. Alors, l'affaire Grégory. D'abord, c'est un souvenir d'enfance, parce que j'ai 9 ans au moment de l'affaire Grégory, enfin en 85 en tout cas. Et c'est vraiment c'est pas des souvenirs de journaliste, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Ma grand-mère lisait Paris Match et j'ai l'impression d'avoir vu absolument toutes ces unes. Et donc, c'est un petit peu comme Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce que ça raconte de notre société, socialement, politiquement? Ça raconte pas énormément de choses, un petit peu l'affaire Grégory, mais pas grand-chose. Ça raconte plus, il y aurait plus de choses à dire sur le traitement médiatique de l'affaire Grégory. Et là, on a affaire à un dysfonctionnement de l'institution judiciaire, du système médiatique, et avec le recul, c'est une affaire intéressante en termes de leçons à en tirer. Je dis je me souviens de toutes les unes, mais c'est pas vrai, parce que par exemple celle-là, où on voit Bernard Laroche mort, ça me frappe, je sais pas quoi en penser, mais je me dis qu'on ne ferait plus ça aujourd'hui. Montrer un cadavre et sa veuve et pleurer, je trouve ça complètement dingue. J'ai un effet un petit peu de sidération en revoyant cette une que j'avais oubliée. Alors, le pullover rouge et l'affaire Ranucci. J'ai dit depuis tout à l'heure que il fallait faire attention à penser que le fait divers fait société parce qu'il peut faire loi. Mais le fait divers, ça provoque quelque chose. Ça provoque quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, de l'émotion. Je pense qu'il faut se méfier des émotions, mais parfois l'émotion a une vertu qui est celle de secouer quelque chose en chacun de nous. Et potentiellement de secouer une société. Ce sont aussi les faits divers qui ont pu nous amener à réfléchir à un sujet beaucoup plus lourd qui était celui de la question de la peine de mort. Donc parfois, je dis bien parfois, le fait divers nous amène à réfléchir et permet des changements dans la société. Il est vrai que le fait divers provoque des choses et peut avoir un facteur... en fait, le fait divers, c'est un miroir très grossissant de nos problèmes de société. Et parfois déformant. C'est pour ça que je suis un petit peu prudente. Ça a un effet loupe, ça permet parfois de se pencher sur un sujet. Et effectivement, ça peut accélérer, en tout cas, une prise en compte politique des problèmes qui sont soulevés. Un fait divers, pour moi, c'est un fait de nature criminelle qui a un caractère exceptionnel ou inédit, qui a quelque chose d'étonnant, qui va créer l'étonnement ou la sidération. Le fait divers, il fait écho aux passions humaines, très souvent. Alors, le traitement du fait divers, il a changé pendant très très longtemps, puisqu'il est né, le fait divers, c'est plutôt 19e. Et c'est resté une sorte de sous-genre. C'est pas le genre noble, même si effectivement ça fait vendre beaucoup de journaux. Pendant très longtemps, c'était le fait divers était vraiment quelque chose qui était de la presse papier,
qui faisait la une. Certains journaux se sont spécialisés plus ou moins là-dedans, certains complètement. J'ai vu, moi, une évolution dans les années 90-2000, où le fait divers est devenu un moment quelque chose de la télévision, notamment en France par une émission emblématique qui était Faites entrer l'accusé. Et ça lui a même... Il y a des faits divers qui sont des faits divers, faites entrer l'accusé. C'est presque une école de récit du fait divers, comme a pu l'être Nouveau Détective il y a longtemps. Et en ce sens, voilà, il évolue aussi, puisque c'est un récit, il évolue avec la manière dont on raconte les histoires. Et aujourd'hui, il est évidemment conditionné par les chaînes d'infos en continu et les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'il trouve un écho et parfois la déformation suprême. Le fait divers, comme n'importe quel autre objet du journalisme, est un terrain d'enquête. Et parfois, la spécialisation peut créer des réflexes moutonniers, des choses qu'on oublie d'une routine qui peut, à mon avis, empêcher la curiosité et parfois empêcher l'enquête. Donc, pour moi, le fait divers, c'est comme le fait politique, le fait sportif, c'est quelque chose sur lequel on enquête et il faut arriver à sortir du genre. En règle générale, il faut quand même essayer de sortir de la route. Si on suit tout le monde, on ne sort pas d'informations, on ne révèle rien, ni sur le fait divers, ni sur la société, ni sur rien du tout. Quelques photos d'équipe accrochées sur les murs et un visage que beaucoup aimeraient oublier. Alexandre a été coaché 6 ans par Dino Scala, le violeur présumé. Aujourd'hui, il n'en revient toujours pas. Il me dit qu'il a bien berné quand même pas mal de personnes, quoi. On n'a jamais eu de soucis avec lui, jamais de gestes déplacés, paroles déplacées. Alors pendant les préparatifs de la soirée annuelle du club, le sujet est au cœur des conversations et une même question, comment a-t-il pu ? On pense connaître les gens, puis on est mis sur le fait accompli. Moi, j'ai la réflexion, c'est qu'il était capable de faire un méfait le matin, puis venir avec nous dans la journée, plaisanter, boire un café. Donc c'est ça qu'on est doublement frustré parce qu'on n'a rien vu venir. Ce que je note là, mais une fois de plus, il est extrait de tout contexte, c'est que c'est un traitement assez classique du fait divers par l'auteur du fait divers. Et on ne va pas du tout s'intéresser derrière à la question des victimes. Alors, c'est particulier aux questions de violences sexuelles. Là, donc, Dino Scala, il a agressé sexuellement et violé des femmes pendant 30 ans, le matin, en allant à son travail. Ce qu'un de ses collègues ou voisins, je ne sais pas, appelle des méfaits. Ce que des policiers aussi, pendant des années, ont appelé des méfaits ou voilà, des petits problèmes. Et donc... très souvent, effectivement, la question du fait divers, elle est abordée par le criminel. J'ai fait exactement l'inverse dans Sambre. Je ne me suis pas du tout intéressée à lui, je me suis intéressée aux victimes. Parce que lui, finalement, il a fait sa vie assez... voilà, il a eu une vie relativement banale, ce que racontent d'ailleurs ses voisins et collègues dans le reportage. Mais derrière, en fait, il a créé un chaos dans des dizaines et des dizaines de vies. En fait, la vie de dizaines de femmes s'est arrêtée un matin sur le bord de la route. Là, ça n'apparaît absolument pas dans le reportage. Une fois encore, je n'ai pas le contexte des autres reportages qui ont été faits, donc c'est un petit peu compliqué. Mais il y a une fascination pour le criminel et pour le criminel en série qui, moi, me glace parfois le sang. J'ai dit tout à l'heure que le fait divers ne faisait pas fait de société. En l'occurrence, cette histoire-là, si, en fait. Alors des Dino Scala, il n'y en a pas 50 000, mais des femmes qui sont agressées sexuellement et violées, c'est la majorité du genre, en fait. Il y a une expression qui revient, il me semble, dans le reportage, de dire que Dino Scala était un homme sans histoire. Mais ça, c'est une histoire... Alors, on la retrouve souvent, cette expression, dans la description des faits divers, on ne comprend pas, il y a des enquêtes de voisinage, c'était un homme sans histoire, etc. Et c'est intéressant parce que ça, c'est une histoire qu'on se raconte. Par exemple, Dino Scala n'est pas un homme sans histoire. Ça dit beaucoup de choses, en fait, le reportage, sur la criminalité sexuelle et sur la perception que la société en a, pas seulement les médias. Notre profession obéit à des règles. Il y a l'intérêt public, évidemment. La question d'une information d'intérêt public. Parfois, on va violer la vie privée au nom de l'intérêt public à publier une information. Et puis après, il y a une autre dimension dont on parle peu, parce que c'est qu'est-ce qu'on peut dire sans faire de mal ?
Voilà. Parfois, une personne va se confier à nous, mais c'est sur le moment. Et puis après, qu'est-ce qu'on va en faire? Où va aller son témoignage? Et par exemple, moi, sur l'affaire de la Sambre, j'ai préféré faire un livre plutôt que de le publier par petits bouts dans la presse, parce que ça me paraissait un endroit plus protecteur pour la parole des victimes. Moi, je trouve ça intéressant, la fiction, parce que c'est un autre moyen d'aborder le réel. Quand on est journaliste, on a une espèce de quête complètement impossible et prétentieuse qui est d'approcher la vérité. Évidemment, on n'y arrive jamais. Et moi, par exemple, sur cette affaire-là, j'ai essayé par le biais du journalisme, voilà, d'approcher au plus près. Et après, j'ai attaqué par une autre phase qui était celle de l'écriture fictionnelle. Et paradoxalement, parfois, il y a des vérités qu'on arrive à toucher par la fiction, qu'on n'arrive pas à toucher par le journalisme, et inversement. Donc pour moi, c'est un travail qui est assez complémentaire. Mais après, ma schizophrénie fiction-réalité est très personnelle. Donc voilà. Et la fiction, elle ne sert pas toujours à... Moi, je dirais qu'elle est intéressante, non pas quand elle documente la réalité, quoique, mais quand elle l'éclaire. Et maintenant, on va vous demander de prendre la petite valise sur le côté du fauteuil. Ouais. Ok. Ok. Alors. École supérieure de journalisme de Lille. Exceptionnel. Ok. C'est bien fermé. Si, c'est bon. J'ai le vendredi 2 janvier 1976 qui est ma date de naissance. On vous laissera le lire chez vous. Ah, merci. Alors, c'est trop sympa. Trop sympa. J'ai jamais eu la curiosité de regarder ce qui s'était passé le jour de ma naissance. Ça, c'est trop sympa comme cadeau. Hein. Je vais chausser mes lunettes dès que je sors d'ici.